Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la question de Boualem Sansal et du Parlement européen qui a décidé de voter une délibération très clairement contre l'Algérie en ne respectant absolument pas le principe de non-ingérence. Mes amis, on va aujourd'hui essayer un format un peu nouveau. Je vais vous présenter un peu comment je bosse sur les revues de presse. Donc en même temps, vous aurez droit aux images pour bien voir les sources en même temps que je ne vous tiendrai quelques propos, évidemment, assez agressifs vis-à-vis de l'Union européenne et du Parlement européen, qui n'a pas respecté ici le principe de non-ingérence. C'est-à-dire que vous n'avez pas, en tant qu'organe supranational, qui n'a absolument aucune légitimité, à vous mettre dans les affaires internes d'un pays, et ici, l'Algérie. Mes amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander d'aller ici en dessous de la vidéo, de mettre un petit j'aime, également de vous abonner. Vous êtes extrêmement nombreux à regarder les vidéos, mais vous êtes assez peu nombreux à vous abonner. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, c'est un clic et ça vous permettra d'obtenir toutes les vidéos avec notification dès lors qu'elles sont publiées. Voilà mes amis, pour cette petite introduction, moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement le fond du sujet. Alors vous allez voir, je vais vous présenter l'écran en même temps pour que vous puissiez voir les sources. Et je vous ai préparé ça avec tendresse et avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc, vous voyez ici que le Parlement européen, le jeudi 23 janvier, a donc voté une délibération, vous le voyez ici, une délibération demandant la libération de l'écrivain Boualem Sansal à l'Algérie. C'est-à-dire que vous avez ici la volonté d'un Parlement européen qui n'a pas vraiment de légitimité. Déjà, il n'existe pas de peuple européen, il existe des peuples nationaux, mais pas de peuple européen. Un Parlement européen qui, en plus, a des compétences extrêmement restreintes et qui ne devrait avoir absolument aucun droit de parler de politique étrangère. La politique étrangère, ça a toujours été la chose des États et non pas la chose d'un Parlement européen, espèce d'organe supranational où vous avez plus de lobbyistes. Dites-vous quand même quelque chose, il y a un quart du Parlement européen qui est mêlé à des affaires de scandale, c'est-à-dire corruption, harcèlement, bref, dans des affaires judiciaires. Et ce Parlement européen s'octroie le droit de venir dire à l'Algérie comment elle doit se comporter. C'est quand même tout à fait exceptionnel. On a vu les questions de corruption vis-à-vis notamment de certains pays, le Maroc, le Qatar. Le Parlement européen n'est pas légitime et il devrait pouvoir se taire. Et cette, vous la voyez ici, cette délibération a été votée à une large majorité. Vous voyez, vous avez une majorité de 533 voix pour, 24 contre et un certain nombre de parlementaires qui se sont abstenus. Et on voit ici très clairement, alors ça a été un texte, vous le voyez ici, plusieurs groupes en fait ont fait pression en soumettant ce texte. Vous avez le groupe des conservateurs, donc le centre droit, le PPE, également le groupe socialiste, le groupe d'extrême droite, le CR, dans lequel se trouve notamment le Front National, enfin le Rassemblement National, mais également le parti d'Emmanuel Macron, Renew, et les écologistes. Donc c'est une grande alliance dans laquelle vous n'avez pas la gauche radicale, donc vous n'avez pas le groupe de la France insoumise, et vous n'avez pas non plus le groupe d'extrême droite, le deuxième groupe d'extrême droite qui existe au Parlement européen, qu'on appelle l'ESN. Et c'est assez intéressant, on va y revenir parce que, en fait, si vous regardez bien, et vous voyez ici à l'écran la délibération, et notamment les votes, vous voyez très largement une majorité de pour, très très largement. Si vous voyez le moins, donc le moins, ce sont les députés qui ont voté contre. Donc vous avez ici un député donc de l'Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite allemand, là pour le coup plus radical d'ailleurs que le Rassemblement National, il a voté contre. Vous avez aussi des députés européens de gauche qui ont voté contre. Vous voyez ici notamment le vote de Rima Hassan. Et vous avez dans les abstentions deux grands groupes. Vous avez le groupe de l'extrême droite, c'est-à-dire celui qui est à la droite du Front National, donc qui est principalement composé d'eurodéputés allemands, de Alternative für Deutschland, et eux, ils se sont abstenus. Pourquoi se sont-ils abstenus? Ils disent simplement, le Parlement européen n'a pas comme objet de venir mettre son nez dans les affaires nationales d'un État qui en plus est un État qui travaille avec l'Union européenne, qui fait partie des principaux importateurs et exportateurs vers l'Union européenne. Donc c'est assez amusant de voir que vous avez à la fois cette extrême droite, mais également, vous le voyez en dessous, la gauche, on va dire la gauche de la gauche radicale, qui a voté également en faveur de l'abstention, donc qui s'est abstenu. Vous voyez ici le vote de Manon Aubry et également le vote ici du vice-président du Parlement européen, Younous Omarjee, qui appartient à la France insoumise. Donc vous voyez que finalement,
vous avez une tendance d'extrême gauche et une tendance d'extrême droite, ou disons de gauche radicale et d'extrême droite, qui se sont tous les deux mis d'accord pour voter l'abstention, ce qui est plutôt de bon augure, puisqu'on sait que d'habitude, il n'y a que la gauche qui se mobilise pour une certaine abstention sur ces textes, même si la France insoumise, ça change un petit peu en fonction des circonstances. Vous savez que la France insoumise a déjà voté plusieurs résolutions contre l'Algérie. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, contre l'Algérie, notamment à l'époque de l'affaire de Issam El-Kadi. La France insoumise avait voté contre l'Algérie au Parlement européen. Cette fois-ci, ils se sont abstenus, voire ils ont voté contre. Donc, c'est un changement de position. Certains diront que c'est du clientélisme. En tout cas, moi, peu importe. Lorsque je vois un vote qui va dans le bon sens, je m'en réjouis. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les conséquences en France. Alors, c'est assez drôle parce que pourquoi est-ce que tout ça a été soumis au Parlement européen? Alors ici, vous voyez l'article de La Voix du Nord où Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont on se demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu ministre de l'Extérieur, tant il passe de temps à taper sur l'Algérie, nous dit ici que Rima Hassan est un suppôt de l'Algérie. Alors que Rima Hassan a fait une explication très concrète, très claire de pourquoi elle a voté contre cette délibération. C'est tout à fait clair. Je vous rappelle que Boualem Sansal, il est français depuis 6 mois. Hein, on va se calmer. Comme dirait l'extrême droite, hein, d'ailleurs, il faudrait leur rappeler, hein, ils parlent souvent de français de papier. Qu'est-ce que Boualem Sansal si c'est un français de papier à partir du moment où, en plus, il a été naturalisé par décret présidentiel? C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par les voies administratives habituelles que peut-être certains d'entre vous connaissent en tant que franco-algérien ou en tant que franco-autre chose. Vous savez que c'est particulièrement difficile, il y a des tests, il y a tout un tas de critères à respecter. Et Boualem Sansal n'est pas passé par cette voie-là, il a été naturalisé par Emmanuel Macron par un décret. D'accord? Donc c'est un Français de papier. Et c'est ce que dit Rima Hassan. Mais ce qui est intéressant dans cette interview, que vous voyez ici, que Bruno Retailleau a donné donc sur Europe 1 et CNews à Sonia Mabrouk, c'est qu'il a dit « Nous avons besoin du soutien de l'Union européenne pour peser contre l'Algérie. » Et là, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que la France, seule, n'est plus capable d'imposer ses dictates à aucun pays dans le monde. Peut-être au Liechtenstein, à l'Andorre ou à la Belgique, et encore à la Belgique. Sans doute le Liechtenstein et l'Andorre, mais c'est tout. Et aujourd'hui, la France ne peut pas peser contre l'Algérie. Et pour plusieurs raisons. Alors, avant de voir cela, moi, j'ai quelque chose que je voulais quand même préciser. Vous avez vu que le Parlement européen, dans sa délibération, remet en cause, et vous le voyez ici, hein, la résolution parlementaire conditionne précisément le renouvellement du partenariat Union européenne-Algérie au progrès démocratique du pays. C'est-à-dire que vous avez actuellement un accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, et le Parlement européen menace l'Algérie de ne pas renouveler cet accord d'association s'il n'y a pas de respect des, entre guillemets, droits humains. Et donc, ça intègre la question de Boualem Sansal, ça intègre aussi la question des églises protestantes qui ont été fermées, des temples protestants qui ont été fermés en Algérie. Ils n'ont pas été fermés pour des raisons, et ça je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, pour des raisons anti-chrétiennes, puisque vous voyez bien des églises ouvertes. Hein. Vous avez les églises de, par exemple, la cathédrale Notre-Dame d'Afrique à Alger, la basilique Saint-Augustin à Annaba, de mémoire. Tous ces lieux de culte sont ouverts. C'est le protestantisme qui pose un certain souci en Algérie, parce qu'on le sait, le protestantisme, notamment en Amérique latine, a été utilisé par des gens de l'extérieur, notamment les États-Unis d'Amérique, pour faire pression à l'intérieur des pays. Et donc, il s'agit non pas d'une question de foi, puisque l'Algérie respecte la diversité des foi et la diversité religieuse, mais par contre, d'accepter qu'il y ait des agents de l'étranger qui fassent pression sur les institutions algériennes depuis l'Algérie elle-même, c'est plutôt ça, en fait, en vérité, qui est visé, sans compter le fait que tout un tas de ces temples ne respectent pas des mesures de sécurité et qu'aujourd'hui, vous avez une commission des lieux de culte qui doit examiner ces questions-là avant d'autoriser le culte ou non dans un lieu. Et vous avez des lieux qui ne respectent pas les garanties de sécurité. Donc, on va exit ces questions-là. En tout cas, il y a une menace sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est ça la menace principale du Parlement européen. Et donc, vous voyez, hein, c'est l'article 2 de l'accord d'association qui parle des droits fondamentaux. Et donc, l'Union européenne, notamment le Parlement européen, menace en disant « Attention, si vous ne libérez pas Boualem Sansal, nous n'allons pas renouveler l'accord d'association ». Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est l'article suivant, s'il me laisse l'afficher, ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, vous voyez, le Parlement européen, c'est les représentants, les députés élus à chaque élection européenne, au scrutin universel direct par chacun des pays. La Commission européenne, elle est davantage le fruit des gouvernements de l'Union européenne. Et la Commission européenne n'a pas dit un mot. La Commission européenne ne soutient pas le Parlement européen dans sa délibération.
La Commission européenne, elle est moins idiote. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle est aussi présidée par une Allemande, Ursula von der Leyen, qui sait très bien les intérêts de l'Allemagne avec l'Algérie. Et on va en parler. Mais d'autres pays aussi dans l'Union européenne se rendent compte qu'ils ont des intérêts convergents avec l'Algérie et donc ne suivront pas la France dans cette folie qui est la confrontation avec Alger et avec Rami Tebboune. Alors, rappelez-vous, juste pour revenir sur l'accord d'association, vous le voyez ici à l'écran, au mois de juin 2024, donc il y a quelques mois, l'Union européenne avait lancé une procédure contre l'Algérie en l'accusant de protectionnisme, c'est-à-dire de protéger ses industries et donc de restreindre la liberté de commerce entre l'Union européenne et l'Algérie. Et suite à cette procédure, vous aviez eu de la part de l'Algérie la réimplantation du système des licences, c'est-à-dire que pour pouvoir importer et exporter, il faut être contrôlé par des autorités administratives algériennes pour obtenir une licence et donc pouvoir procéder à du commerce international entre l'Union européenne et l'Algérie. Ce qui est assez logique. Pourquoi c'est logique ? Alors, ça, c'est l'article suivant. Parce que si on regarde concrètement les chiffres de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, eh bien, en fait, ces chiffres sont assez défavorables à l'Algérie. Vous avez certes un volume d'échange qui est conséquent, mais vous voyez surtout que l'Algérie importe énormément de produits depuis l'Union européenne, ce qui ne lui permet pas de développer sa propre industrie. Si l'Algérie, lorsqu'elle lance une chaîne de production de voitures, d'automobiles, elle est obligée d'importer des composants qui viennent de l'Union européenne, eh bien, ça ne permettra pas à l'Algérie d'avoir ses propres usines de composants et donc de développer elle-même son industrie. Vous voyez, c'est le problème du libre-échange, c'est quand vous avez des échanges totalement illimités, eh bien, ça me coûte moins cher d'aller chercher des composants de l'autre côté de la Méditerranée dans des pays où ils sont déjà en vente, ils sont déjà produits, que de créer dans mon pays une industrie qui soit dédiée à ces composants. Donc, c'est pour ça que l'accord d'association, aujourd'hui, il est remis en cause, mais il n'est pas remis en cause uniquement par l'Union européenne. Il est remis en cause par l'Algérie, parce que l'Algérie se rend compte qu'elle n'a pas d'intérêt à maintenir l'accord d'association tel quel. Vous voyez ? Et c'est pourquoi le gouvernement algérien a déjà commencé à travailler sur la révision de l'accord d'association, révision qui aurait déjà dû avoir lieu à partir du mois de novembre. Nous sommes au mois de janvier, fin janvier. Vous avez eu une rencontre du gouvernement de Rami Tebboune, vous voyez ici, une réunion qui a eu lieu donc le 14 janvier, entre le Premier ministre, des membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, des Finances, des Transports, du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture, des Postes, des Télécommunications. Donc là, on est vraiment sur le volet économique, parce que vous voyez que Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas assisté à cette réunion. Et donc, vous avez ici un travail qui est fait en amont par l'Algérie pour arriver petit à petit à négocier dans le cadre de cet accord d'association. Alors, je sais que c'est un peu technique, mes amis, mais en fait, c'est un sujet qui est central. À mon sens, l'Algérie arrive en position de force. Pourquoi elle arrive en position de force ? Déjà parce que vous avez eu, ça a été annoncé au mois de décembre, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne. D'accord ? Alors, distinguez toujours Europe et Union européenne. L'Europe, c'est un continent. D'accord ? Donc, vous avez également dedans la Suisse, la Biélorussie, j'ai envie de dire une bonne partie de la Russie. Tout ça, c'est un continent de l'Union européenne qui est une organisation qui n'a rien à voir, une organisation supranationale et, à mon sens, illégitime. Mais l'Algérie a renforcé sa position en étant le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Union européenne a voulu réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Certains pays l'ont fait, certains d'autres non d'ailleurs. Vous remarquerez que l'Espagne continue à s'approvisionner très largement auprès de la Russie. Mais en tout cas, l'Algérie est passée devant la Russie et donc est le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne. Ce qui nécessairement la met en position de force. Ça la met en position de force avant d'attaquer les négociations de l'accord d'association. Donc ça, c'est la première chose. Le contexte russo-ukrainien fait que l'Algérie est en position de force. À cela, vous devez ajouter qu'il y a tout un tas de projets. Alors, vous le voyez ici, ce projet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur TikTok, tout un tas de projets qui font que l'Algérie, aujourd'hui, a d'excellentes relations avec d'autres pays. Alors, vous voyez ici, ça, c'est le tracé de ce qu'on a appelé le South 2 Corridor. C'est écrit ici, le South 2 Corridor, qui est en fait un projet de création d'hydrogène. Alors, vous avez deux types d'hydrogène, l'hydrogène vert qui est fait à base d'énergie renouvelable, l'hydrogène bleu qui est fait à base de gaz. Et les deux vont passer par ce tracé-là. Donc, il va passer par la Tunisie,
Vous avez eu un mémorandum d'entente qui a été signé la semaine dernière entre plusieurs pays, l'Algérie et la Tunisie, qui vont bénéficier de transferts de technologies et de développement industriel grâce aux investissements de 3 autres pays qui sont l'Italie, vous voyez que ça passe très largement par l'Italie, par l'Autriche, et ensuite par le sud, vous voyez ici le sud de l'Allemagne, alors ça doit être la Bavière sans doute, je suis assez mauvais en géographie allemande, en tout cas on est dans le sud de l'Allemagne, voilà, ça passe même par Vienne, vous voyez la capitale autrichienne. Donc, l'Algérie est en position de force parce qu'en plus d'être le premier fournisseur de gaz, elle est en train de se positionner comme étant le premier fournisseur d'énergie à terme, puisqu'on est en train d'essayer dans l'Union européenne de faire une transition écologique vers des énergies vertes dont l'hydrogène vert va faire nécessairement partie. Donc l'Algérie est en position de force parce qu'elle n'aura pas face à elle la France, elle aura face à elle l'ensemble des États de l'Union européenne pour négocier. Et certains pays de l'Union européenne ont tout intérêt à avoir l'Algérie dans leurs petits papiers, notamment au vu des excellentes relations économiques qu'ils entretiennent avec l'Algérie, que ce soit dans le présent ou dans le futur. Dans le présent, on le sait, l'Italie est aujourd'hui l'un des principaux pays avec lequel l'Algérie commerce. Vous avez des projets dans le sud algérien de développement agricole, par exemple. Vous avez les usines Fiat, par exemple. Donc, vous avez tout un tas, bon, le gaz et l'hydrogène vert en plus, mais vous avez tout un tas de projets qui sont en train de se faire, et notamment au vu de l'excellente relation qu'il y a entre Giorgia Meloni, la première ministre de droite, voire d'extrême droite, disons de droite radicale. Pour moi, la différence entre radical et extrême, c'est l'usage de la violence. Fratelli d'Italia ne fait pas usage de violence, donc appelons-la plutôt droite radicale. L'excellente relation qu'il y a entre la droite radicale et Rami Tebboune. Enfin, on se rappelle de photos, on avait l'impression que Giorgia Meloni était amoureuse de M. Tebboune. Donc, on a vu d'excellentes relations entre les deux pays. Mais ce n'est pas tout. Parce que je vous ai dit que l'Algérie, maintenant, va se retrouver face à l'ensemble des pays européens. Donc, pas uniquement la France, mais pas non plus uniquement les pays fondateurs de l'Union européenne. Lorsqu'a été fait l'accord d'association, il y avait moins de membres dans l'Union européenne. Et on voit le travail de la diplomatie algérienne, notamment à l'est de l'Europe. Ça, c'est un sujet dont on parle assez peu. Mais regardez par exemple l'Algérie et la Slovaquie. Alors la Slovaquie n'a pas d'ambassade à Alger, elle va en rouvrir une, ça a été une annonce. Mais l'Algérie a développé d'excellentes relations avec la Slovaquie. Petit pays dont on se dit il ne représente pas grand-chose, il ne pèse pas beaucoup dans l'Union européenne, ok. Mais le côté positif pour l'Algérie, c'est d'avoir développé des relations avec tout un tas de petits pays. La Slovaquie, vous voyez la date, mai 2024. Est-ce un hasard quand on connaît Ahmed Attaf? Non, je ne le pense pas. Mais également son voisin, la République tchèque. La Sonatrach a donc signé un contrat de livraison de gaz naturel avec la République tchèque. Pourquoi ces pays sont intéressés à développer leurs relations avec l'Algérie? Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont dépendants du voisin russe, et plutôt que d'être dépendants des Russes, ils préfèrent être dépendants des Algériens. Surtout qu'il n'y a pas ce passif de la guerre d'indépendance. Donc, pour ces pays-là, c'est très neutre, l'Algérie. Il n'y a absolument aucun problème. Et quand on parle des droits fondamentaux, blablabla, je vous rappelle quand même qu'on vient d'annuler une élection en Roumanie il n'y a pas très longtemps. L'élection a eu lieu, une élection présidentielle, on l'a annulée parce qu'il y avait un désaccord sur comment avait été traitée l'information sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les pays d'Europe centrale, sur les questions des droits fondamentaux, bon, je veux dire, si on voulait sanctionner des pays, on pourrait le faire très largement là-bas. Bon, on ne le fait pas. Donc, a priori, ces pays-là n'ont pas de souci sur la question oui, les droits de l'homme, les droits LGBT, ils s'en fichent. En fait, ce n'est pas leur sujet. Donc, la Slovaquie, la République tchèque, et on a même vu ceci il y a maintenant un mois, où vous avez eu une conférence à Alger sur comment investir et comment diversifier son économie. C'est quand même l'un des grands enjeux du mandat de Rami Tebboune, notamment en prenant l'exemple hongrois, polonais et tchèque. Donc, l'idée de l'Algérie, quand on voit ce genre de conférence, a priori, c'est d'inviter des pays européens à délocaliser, ou en tout cas à externaliser certaines de leurs industries vers des pays comme l'Algérie, pour permettre le développement de l'Algérie, exactement ce qui s'est passé en Pologne, République tchèque et en Hongrie, sachant que ces pays-là ne profitent pas d'une énorme manne pétrolière et gazière telle qu'en profite l'Algérie. Donc, vous voyez ici que, en plus du fait de ne plus être en face à face avec la France, en développant des relations avec des pays centraux de l'Union européenne, tels que l'Italie, l'Allemagne, eh bien, en même temps, l'Algérie développe des relations avec des pays un peu périphériques de l'Union européenne, qui sont les nouveaux entrants de l'Union européenne. Alors,
de moins en moins nouveau, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans, enfin ça fait 15 ans, mais en tout cas de développer des relations avec des petits pays qui veulent sortir aussi de l'emprise russe. Vous voyez que même si l'Algérie a d'excellentes relations avec la Russie, elle n'hésite pas à faire prévaloir ses intérêts nationaux lorsqu'il s'agit de passer devant les Russes. Ce qui est très bien. Les Russes font exactement la même chose ailleurs. En Libye, au Mali, c'est exactement la même chose. Donc l'Algérie a tout à fait raison. Et tout cela, mes amis, nous permet de conclure une chose. C'est bien beau, et je vais retirer le partage d'écran, mais c'est bien beau de vouloir s'en prendre à l'Algérie en face à face comme essaie de le faire la France. C'est bien beau. Mais c'est ne pas prendre et ne pas prendre en considération, ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans l'Union européenne et la diversification des alliances aujourd'hui de l'Algérie. L'Algérie n'est plus dans la situation d'il y a 30 ans. L'Algérie n'est plus en guerre civile. L'Algérie peut avoir des relations, et elle l'a compris, avec des pays qui ne sont pas les anciennes puissances colonisatrices. Elle peut avoir des relations, d'excellentes relations avec les États-Unis, avec la Turquie, avec la Russie, et puis dans le cadre de l'Union européenne, avec tout un tas d'autres pays qui ne sont pas ni la France, ni l'Espagne. Non, ce n'est plus nécessaire. Or, la France est persuadée que l'Algérie est fascinée par la France. Non, les Algériens nous connaissent très bien, ils savent comment nous sommes, ils connaissent la France, ils ont une culture française qui est, moi je le vois avec des amis algériens cultivés, ils connaissent mieux la France que nous parfois, et en tout cas que beaucoup de Français. Mais ils ne sont pas obnubilés par nous. Ils nous connaissent bien, mais ils ne sont pas obnubilés par la France. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre si un jour on veut rétablir des relations sincères, franches et directes avec nos amis algériens, en leur parlant d'homme à homme. Encore faudrait-il que la France soit encore capable de produire des hommes. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être en ferons-nous une vidéo dans les prochains temps. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime ici en dessous, de partager la vidéo. Et nous, on n'oublie pas que Boualem Sansal, il a commis un délit, a priori, en tout cas, il est en justice pour cela, d'avoir porté atteinte à l'article 87 bis du Code pénal. Nous n'avons aucun intérêt en tant que Français à utiliser l'Union européenne pour essayer de taper sur l'Algérie, parce que l'Algérie et la France ont des destins liés. Il y a des familles, il y a des parents, des grands-parents en commun maintenant. Tout ça est du passé, et ne nous laissons pas écraser par les nostalgiques de l'Algérie française, parce que nous, en tant que Français, si nous sommes authentiquement Français, nous mettons au centre de notre doctrine, c'est ça la Révolution française, c'est ça Bonaparte et c'est ça De Gaulle, la souveraineté. Et lorsqu'on voit l'exemple de l'Algérie, moi je suis fier d'avoir un voisin, parce que nous ne partageons que la Méditerranée en commun, mais nous sommes voisins. Je suis fier d'avoir un voisin comme l'Algérie qui soit souverain et qui n'hésite pas à dire ce que nous, en tant que Français, nous n'osons pas dire à l'Union européenne. C'est un magnifique pause. Voilà ce qu'on devrait leur dire en tant que Français. Et l'Algérie, eh bien, le dit. Et très franchement, ça fait plaisir. C'était Davy Rodriguez. Ça commençait par un D, mais ça termine par un Z. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Tahia Jazair.